Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. On va démarrer cet épisode avec une question de Sigmatech sur un trou noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le trou noir de la galaxie naine RCP-28 qui a été éjecté ? Bonjour Sigmatech. Les grandes galaxies abritent en leur centre un trou noir supermassif. Celui qui siège au cœur de la Voie lactée fait par exemple 4 millions de masses solaires. Ce sont eux qui représentent la plus grosse influence gravitationnelle de la structure, et ils semblent donc indétrônables. Enfin, ils ne sont peut-être pas si intouchables que ça. Sur cette série de clichés pris par les observatoires Hubble et Keck, on peut voir une espèce de grande traînée qui pointe vers le centre d'une galaxie. Au bout de la traînée se trouve un point un peu plus lumineux. L'équipe qui a produit cette observation pense que ce que nous voyons là, c'est un trou noir supermassif, de 20 millions de masses solaires, qui s'est tout bonnement fait éjecter par sa galaxie hôte. Il entraîne derrière lui gaz et étoiles sur des centaines de milliers d'années-lumière. Pour expulser un trou noir supermassif à plus de 1500 km par seconde, il faut un événement exceptionnel. Dans ce cas précis, il faudrait aller voir du côté d'une interaction gravitationnelle avec deux autres trous noirs supermassifs. La rencontre d'un couple de trous noirs supermassifs avec un troisième isolé aurait expulsé le plus léger des trois à une vitesse phénoménale. Le procédé aurait eu lieu dans le contexte d'une succession de fusions de galaxies. Bien entendu, il est assez difficile de confirmer ce scénario. L'action a eu lieu à 7,5 milliards d'années-lumière du système solaire. Il explique cependant bien la traînée observée et les propriétés de la galaxie vers laquelle elle pointe. Si l'équipe a vu juste, il s'agit de la première observation d'un trou noir supermassif éjecté. Cela voudrait aussi dire que l'univers en contient potentiellement d'autres, des masses énormes, loin des galaxies qui leur ont donné naissance. Allez, on a pas mal parlé d'Aerospike ces dernières semaines et on va apporter quelques précisions. On n'a jusqu'à aujourd'hui pas réussi à fabriquer un moteur Aerospike viable. Plusieurs tentatives ont échoué, est-ce la bonne ? Bonjour Stargo. Dans la vidéo d'Everyday Astronaut, Andy Lapsta, le patron de Stockspace, dit que dans le spatial, tout a été inventé et testé dans les années 60. On ne fait que dépoussiérer de vieilles idées depuis cette époque. Pour les Aerospike en tout cas, on peut lui donner raison. Rocketdyne a mené une première série de tests à cette époque, et d'autres lui ont emboîté le pas au cours des décennies suivantes. Aucun acteur n'a cependant pu jusqu'à présent produire un Aerospike capable de propulser une fusée. Les contraintes sont semble-t-il trop importantes. Surtout en termes de gestion thermique. Une rampe est plus petite qu'une tuyère, il est donc plus difficile d'y faire circuler un liquide de refroidissement. Le New Space semble vouloir déterrer ce problème pour le confronter à de nouvelles idées et à de nouvelles technologies. Chez Stockspace par exemple, la rampe Aerospike est en fait énorme, puisque c'est aussi un bouclier thermique. Il devrait donc être un peu plus simple de la refroidir. D'autres startups mettent au point des tests de plus en plus poussés. Les Espagnols de Pangea Aerospace ont par exemple pu faire fonctionner un moteur Aerospike de puissance respectable pendant 2 minutes et demie. Le secret de leur succès ? Un alliage inventé par la NASA, le GRCOP42, qui est capable d'encaisser des contraintes thermiques très importantes. On n'est pas encore rendu à un moteur opérationnel, mais c'est le type de performance qu'il n'aurait pas été possible d'atteindre dans les années 60. Il y a donc de réels progrès et un réel intérêt pour la technologie. En France, on a Hyperspace qui commence aussi à mener des tests moteurs avec Aerospike. Leur chambre de combustion annulaire s'y prête bien. Peut-être que l'un de ces acteurs parviendra à résoudre l'équation de l'Aerospike pour de bon. Ce sera alors un avantage certain en termes de performance absolue. On poursuit et on va parler d'explosions, de très grosses explosions. Pouvez-vous nous parler de l'explosion sphérique d'une kilonova observée récemment ? Bonjour princesse parfaite. Les étoiles à neutrons sont des cadavres stellaires, les restes d'une étoile géante qui a explosé en supernova. Ce sont des astres de 10 à 20 km de diamètre, mais d'une densité phénoménale. Ils sont en effet plus massifs que le Soleil. Maintenant imaginez, que se passe-t-il lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision ? Jusqu'à très récemment, les modèles pointaient vers une explosion asymétrique et aplatie, due notamment au fait que juste avant la collision, les étoiles à neutrons sont en rotation très rapide l'une autour de l'autre.
En 2017, on a pu observer avec certitude la première kilonova, l'explosion accompagnant la fusion de 2 étoiles à neutrons. Cet événement a été suivi et analysé pendant plusieurs années car il est exceptionnel sur plus d'un point. Récemment, un groupe de chercheurs a publié un article qui pointe le fait que l'explosion semble avoir été sphérique, parfaitement sphérique. Cela ne colle pas du tout avec les modèles qui prédisaient la forme de cette explosion. Et le problème, c'est que personne ne sait pourquoi. Une kilonova ne devrait vraiment pas être sphérique, mais il semble bien que la première qu'on ait observée avec certitude le soit. Il y a donc des phénomènes physiques qui nous échappent dans le processus. Il faut probablement chercher du côté d'un phénomène à très haute énergie qui se produit près du centre de la kilonova. Il pourrait ainsi lisser les asymétries des éjectats. Les chercheurs responsables de l'étude pointent vers quelques pistes mais sans rien trouver de vraiment convaincant. Il va donc être intéressant de vérifier si d'autres kilonovas sont tout aussi sphériques, à charge ensuite au département de physique théorique de nous expliquer pourquoi. On revient dans le système solaire pour la prochaine question qui est à propos de Jupiter. Est-ce qu'un ballon pourrait flotter sur les couches extérieures ? Bonjour Olivier. L'idée d'explorer Jupiter avec des véhicules plus légers que l'air a bien sûr effleuré l'esprit des agences spatiales. Un ballon pourrait théoriquement survivre dans les couches à 0,1 ou 0,2 bar de pression. Le JPL a par exemple étudié la possibilité de déployer une montgolfière infrarouge dans les nuages de la Géante. La montgolfière infrarouge est un concept inventé par des chercheurs du CNES dans les années 70. Elle utilise la chaleur du soleil en journée pour chauffer son enveloppe et rester plus légère que l'air. Lorsqu'elle navigue dans la nuit, c'est le rayonnement infrarouge issu de la planète qui joue ce rôle. Cette source de chaleur étant plus faible, elle navigue plus bas la nuit que le jour et permet donc de multiplier les altitudes explorées. La charge utile transportable est cependant très faible. En 2016, dans le cadre du programme NIAC, un groupe de chercheurs a présenté ce qu'ils appellent les Winbots. Des appareils qui pourraient utiliser l'énergie éolienne de Jupiter pour se maintenir à flot pendant des années à une altitude précise. Cette source d'énergie pourrait par ailleurs servir pour les instruments embarqués et les télécommunications. C'est un travail très préliminaire, comme tout ce qu'on trouve dans le programme NIAC, mais cela ouvre des pistes pour pouvoir explorer un jour in situ les géantes gazeuses. Un des défis principaux est qu'il faut penser ces missions avec une charge utile très faible. L'atmosphère de Jupiter étant elle-même constituée en grande partie d'hydrogène, un ballon à hydrogène ne va pas flotter naturellement comme sur Terre. Il faut soit trouver un moyen de le chauffer, comme dans une montgolfière infrarouge, soit reposer sur une source d'énergie locale, comme les vents de la planète. Il n'y a pas de mission prévue allant dans ce sens pour le moment. Allez, on va terminer cet épisode avec une start-up française qu'on vous a pas encore présentée. Pourrais-tu nous parler d'Opus Aerospace ? Bonjour Juzo, le New Space français commence à produire pas mal de petits. Côté lanceur, on a vu émerger ces 5 dernières années plusieurs projets qui explorent des pistes très différentes. En podcast, on a eu l'occasion d'interviewer Latitude, Hyperspace et Dark pour les découvrir plus en profondeur. Opus Aerospace fait partie de ces nouveaux entrants. L'entreprise est pour le moment encore assez discrète, mais elle existe depuis déjà quelques années. Elle travaille sur le développement de plusieurs moteurs qui ont largement recours à l'impression 3D et sur un micro voire nano-lanceur. Avant de voir ces solutions en œuvre, on devrait pouvoir assister à un premier tir suborbital d'une fusée qui s'appelle Mésange, possiblement dès cette année. Ce sera certainement l'occasion pour Opus de se montrer un peu plus et de peut-être dévoiler ses plans. Alors que l'entreprise est encore toute jeune, elle réfléchit déjà à des solutions de second étage réutilisables façon SpaceX ou StockSpace. On n'a pas beaucoup d'images à vous montrer, mais on sait qu'Opus a remporté en 2021 un prix de la part du CNES pour un concept de bouclier thermique réutilisable conçu grâce à la fabrication additive. Un tel bouclier devrait voler lors du premier tir de la fusée Mésange pour en faire la démonstration. On est très curieux de découvrir ce qu'Opus compte ensuite en faire. Il paraît difficile de concilier micro-lanceur et réutilisation totale quand on prend en compte les pénalités de charge utile induites par celle-ci. Il y a donc peut-être dans les cartons d'autres projets qui voient plus grand, ou bien des innovations pensées pour rendre la réutilisation adaptable à de petits lanceurs. Comme pour les autres projets de micro et nano lanceurs français, il faudra cependant débloquer des fonds conséquents pour accompagner ce développement.
On espère donc avoir de bonnes nouvelles sur ce front-là, pour Opus et pour les autres, dès cette année. Voilà, cet épisode est terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.